Bien, mes chers collègues, l'ensemble des personnes que nous avons invitées n'est pas arrivé. Par contre, des personnes qu'on n'a pas invitées sont arrivées. Bien, donc nous démarrons ce matin, conformément au programme de travail défini par le bureau de la Commission des affaires sociales, un cycle de tables rondes consacré à la maladie de Lyme. Il n'est pas fréquent, monsieur le professeur, que notre commission se penche sur une maladie en particulier. Cas de figure qui doit rester, je vous le dis, exceptionnel. Il n'est en effet pas dans notre rôle de déterminer ce que doit être le diagnostic ou la prise en charge de telle ou telle maladie. Si le bureau a donné suite à cette demande, c'est avec l'objectif de comprendre comment se construit ce processus de prise en charge, comment se forge le consensus et comment il se diffuse auprès des médecins au bénéfice, évidemment, des patients. Le cas d'espèce est intéressant puisque, pour la maladie de Lyme, le processus n'est pas totalement abouti. La conférence de consensus de 2006 avait dessiné un premier cadre diagnostique et thérapeutique de cette maladie considérée à l'époque comme émergente en France. Plus de 10 ans après, la population de tiques vectrices des souches de la Borrelia augmente et l'incidence de la maladie a progressé. Dans le même temps, la remise en question de la fiabilité des tests sérologiques et l'insuffisante sensibilisation des professionnels à la prise en charge de cette maladie complexe compliquent le diagnostic. S'ouvre alors un parcours de soins semé d'obstacles pour des patients dont l'infection n'a pas été détectée ou ne l'a été que tardivement. Face à un risque d'errance diagnostique et thérapeutique, les pouvoirs publics ont décidé de se mobiliser. Le gouvernement a lancé fin 2016 un plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et la Haute Autorité de Santé a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire avec l'objectif de réactualiser les lignes directrices du consensus de 2006. Publié en juin 2018, la recommandation de la bonne pratique de HAS propose un cadre de prise en charge diagnostique et thérapeutique rénové. Elle n'a cependant pas emporté le consensus de l'ensemble de la communauté médicale. Certaines questions, dont l'existence éventuelle d'une forme chronique de la maladie de Lyme et la durée pertinente des traitements antibiotiques, continuent de cristalliser les tensions. Dans ce contexte, le bureau de notre commission a souhaité approfondir le débat en conviant des spécialistes de ce problème de santé publique autour de 4 tables rondes. La première doit poser un cadrage épidémiologique et biologique de la maladie, Mme Doineau. La deuxième portera sur les outils d'aide au diagnostic. La troisième se penchera sur la stratégie thérapeutique. Et la quatrième nous permettra de faire le point sur les enseignements tirés de ces rencontres avec les représentants des autorités sanitaires en présence d'un représentant de l'équivalent britannique de la Haute Autorité de Santé. Au risque de décevoir les uns et les autres, nous n'avons pas vocation à trancher. Nous ne sommes pas les arbitres d'une controverse scientifique et médicale. Nous n'avons pas davantage de parti pris. La constitution des tables rondes est le produit d'une volonté d'équilibre, mais aussi de la disponibilité des uns et des autres. Nous souhaitons simplement comprendre, avec un objectif partagé, l'intérêt du patient et sa confiance dans le système de santé à un moment où cette confiance n'est plus forcément évidente. Nous sommes dans cet exercice contraints par le temps. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à poser vos questions de façon concise et vous en tenir au thème défini pour chaque table ronde. Pour dresser un état des lieux épidémiologiques et nous éclairer sur les caractéristiques biologiques de la transmission de cette pathologie, nous accueillons pour la première table ronde le professeur Benoît Jolac, qui est à ma gauche, qui est directeur du Centre national de référence des Borrelia, les professeurs Céline Carzola, oui, qui vient d'arriver, infectiologue et vice-présidente de la commission spécialisée des maladies infectieuses et émergentes de la Haute Autorité de Santé publique, du Haut Conseil de Santé publique, Madame Alexandra Sepfon et Julie Figoni, Mesdames Sepfon et Figoni, épidémiologistes de Santé publique France. Madame Muriel Vessier-Tossa, microbiologiste et chef de département de l'Institut national de recherche agronomique.
Monsieur Pascal Poirot, directeur de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole, chacun, pour un propos liminaire de 5 minutes, puis mes collègues vous adresseront leurs questions avec un impératif qui est de clore cette rencontre à 11 heures afin de laisser la place à la seconde table ronde. Monsieur le professeur, je pense que vous commencez. Comme vous vouliez. Oui, pas de problème. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde et je vais vous présenter les aspects microbiologiques de la borréliose de Lyme, tant chez le vecteur, les tiques, que chez l'homme. Le CNR des Borrelia exerce différentes missions. Parmi celles-ci, il participe à la surveillance vectorielle. C'est le premier point que j'aborderai. Le CNR des Borrelia a été créé dans les années 2002. Il a d'abord été localisé à l'Institut Pasteur de Paris puis à Strasbourg et est impliqué donc dans cette surveillance vectorielle. Plus de 23 000 tiques ont été analysées de 2002 à 2011 par l'Institut Pasteur de Paris et depuis 2012, plus de 17 000 tiques des nymphes, puisque c'est le stade qui transmet la pathologie principalement à l'homme, ont été analysées provenant de 17 départements français. Ces travaux ont montré une hétérogénéité de la densité des tiques sur notre territoire, hétérogénéité géographique, avec un maximum dans la Meuse et un minimum dans les Landes, une hétérogénéité saisonnière avec un pic entre les mois de mai et juin notamment, et aussi une hétérogénéité temporelle avec une variation pour un même site qui peut être d'un facteur 5. Mais nous n'avons pas observé depuis le début de cette surveillance de tendance globalement statistiquement significative à la hausse ou à la baisse pour les sites suivis sur cette période. Cette même tendance à la stabilité a été montrée dans une méta-analyse européenne réalisée sur 23 pays, publiée il y a 2 ans, montrant une stabilité entre 2002 et 2013 sur les différents pays européens. Nous avons aussi montré au CNR une hétérogénéité du taux d'infection des nymphes par Borrelia qui va varier selon les régions françaises entre 4 et 20%, avec une moyenne que l'on peut estimer à 10% environ sur l'ensemble du territoire. À côté de cette surveillance de l'infection des tiques par Borrelia, le CNR surveille aussi l'infection par Anaplasma, qui est un autre pathogène transmis par les tiques, et le taux d'infection de ces tiques par Anaplasma dans les nymphes est en moyenne de 1%, variant de 0 à 2% selon les régions françaises. Nous surveillons aussi les espèces de Borrelia qui sont présentes dans les tiques depuis plusieurs années, et en comparant notamment la situation entre 2 régions du nord de la France, qui est plus infestée que le sud, et nous comparons la Bretagne et l'Alsace. Nous suivons la Bretagne et l'Alsace. Les mêmes espèces de Borrelia sont détectées dans les tiques par ordre de fréquence décroissante. Je m'excuse un petit peu pour les noms, mais je pense qu'à un moment il en sera question. La plus fréquente, c'est Borrelia afzeli, puis Borrelia garini, puis Borrelia burgdorferi sensu stricto, puis Borrelia walesiana et d'autres espèces comme Borrelia lusitaniae. Borrelia afzeli et Borrelia garini sont prédominantes dans les espèces surveillées, et ce, pour les différentes années. Elles représentent 50 à 70% des espèces responsables de la borréliose de Lyme sur notre territoire. C'est aussi la situation qui est observée dans les 23 pays européens dont j'ai fait mention dans cette méta-analyse, avec même une proportion un petit peu plus élevée, puisqu'on est au moins à 70%, sauf la péninsule ibérique. Plusieurs espèces de Borrelia peuvent être présentes simultanément dans les tiques. Enfin, depuis quelques années, une espèce a été décrite, initialement isolée au Japon, qui porte un nom encore un peu plus compliqué, Borrelia miyamotoi, et qui est présente à un taux assez faible dans les tiques françaises, comme les autres pays européens, puisque c'est aux alentours de 2%. Ça varie entre 1,2 et 3,7 pour être précis. À côté de cette surveillance vectorielle, le CNR des Borrelia a un rôle de surveillance des espèces de Borrelia détectées chez l'homme. Depuis qu'il est implanté à Strasbourg, nous avons mis en place un réseau de surveillance avec les cliniciens pour surveiller cet aspect. Les prélèvements analysés sont des prélèvements biopsiques faits chez l'homme, soit dans le cadre du diagnostic, soit dans le cadre de protocoles avec leur consentement, ou bien des liquides de ponction, comme des ponctions articulaires.
Plus de 2200 prélèvements humains ont été ainsi analysés, dont 221 étaient positifs. La majorité de ces prélèvements analysés sont des prélèvements de la lésion qui vous sera exposée plus tard, dite d'érythème migrant, au site d'inoculation de la tique, qui est donc la porte d'entrée des bactéries ou des virus inoculés par la tique lors de sa piqûre. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ça permet d'avoir une idée des micro-organismes qui sont injectés par la tique après modification de certaines protéines et qui sont capables de s'implanter chez l'homme. Qu'avons-nous constaté? Sur les 221 échantillons humains qui étaient positifs, 70% étaient dus à une des bactéries que je vous ai exposées tout à l'heure, la plus fréquente dans les tiques, Borrelia afzeli, 16% à Borrelia burgdorferi sensu stricto, 12% à Borrelia garini. Aucun échantillon humain n'a été à ce jour détecté chez l'homme pour une des autres espèces dont je vais vous faire grâce des noms, je dirais. Cette situation est superposable à celle qui est observée dans les autres CNR existants en Europe, puisque le CNR des Borrelia de français travaille en collège, je dirais, au sein d'une société savante européenne. Et dans les autres CNR, ce sont ces mêmes trois espèces, afzeli, burgdorferi, garini, qui représentent la très, très grande majorité des espèces pathogènes isolées par culture ou détectées par biologie moléculaire chez l'homme. Il est intéressant de noter qu'une espèce, Borrelia walesiana, identifiée par nos voisins suisses, qui est fréquemment présente dans les tiques, dans 10 à 15%, n'a été détectée dans aucun prélèvement humain depuis plus de 15 ans dans tous les différents pays d'Europe. À côté de cela, nous nous sommes penchés sur les aspects de co-infection par certains de ces pathogènes et nous avons observé depuis 2012 un seul cas de co-infection par deux espèces de Borrelia, afzeli et garini, peu importe, un cas de co-infection humaine par Borrelia et le virus TBE, ainsi qu'un cas de co-infection humaine par Anaplasma et Borrelia. C'est à peu près l'ordre de fréquence que rapportent les collègues européens chez l'homme. Et aux États-Unis, où il n'y a pas de virus TBE, des cas de co-infection par Borrelia plus Babesia ont ici été rapportés. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour apporter toute précision complémentaire et répondre à vos questions. Merci beaucoup. On va continuer le long de la table. Mettez-vous du son. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de nous avoir invités à cette table ronde pour vous parler de l'épidémiologie de la borréliose de Lyme. Comme vous le savez, l'une des missions de Santé publique France est la surveillance de l'état de santé des populations humaines. À ce titre, notre agence pilote la surveillance de la borréliose de Lyme en lien avec plusieurs partenaires, le réseau Sentinelle sous la tutelle de l'INSERM et bien sûr le Centre national de référence des borrélias. Santé publique France participe également au développement de la prévention pour la santé et a participé à l'élaboration d'outils dédiés à la prévention de la borréliose de Lyme à destination de différents publics. Par ailleurs, l'agence est impliquée depuis 2016 dans la réalisation des objectifs définis par le Plan national de lutte contre la borréliose de Lyme et les maladies transmises par les tiques. Je laisse la parole à Alexandra Settefond qui va vous présenter plus en détail notre système de surveillance et les données épidémiologiques qui en sont extraites. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Donc, je tiens aussi à vous remercier de nous avoir invités à parler de l'épidémiologie de la borréliose de Lyme. Donc, pour commencer, la borréliose de Lyme est la principale infection transmise par les tiques en France et en Europe. Sa manifestation clinique la plus fréquente est cutanée, donc on l'appelle l'érythème migrant. Cependant, l'agent pathogène à l'origine de l'infection peut également provoquer, plus rarement, des formes disséminées, donc plus sévères, incluant des manifestations neurologiques, articulaires et dans une moindre mesure cardiaque ou ophtalmique. Comme vous l'a indiqué ma collègue, donc en France, la surveillance de la borréliose de Lyme est coordonnée par Santé publique France et associe le Centre national de référence des Borrelia et le réseau Sentinelle. Donc, le réseau Sentinelle est un système de surveillance épidémiologique qui repose sur des médecins généralistes volontaires répartis sur l'ensemble de la France métropolitaine. Depuis 2009, ces médecins déclarent le nombre de patients vus en consultation et diagnostiqués pour borréliose de Lyme. Le nombre total de cas de borréliose de Lyme vus en médecine générale chaque année en France métropolitaine est ensuite estimé par extrapolation
à partir de ces cas déclarés et du nombre de médecins généralistes participants. Des définitions standardisées et reconnues internationalement sont utilisées dans le cadre de cette surveillance. Le réseau Sentinelle est donc un réseau de surveillance stable qui permet des estimations fiables du nombre de cas de borréliose de Lyme vus en consultation de médecine générale. Depuis 2009, le nombre de cas de borréliose de Lyme vus en consultation de médecine générale a varié de 25 000 à 55 000 cas. En 2017, ce nombre a été estimé à 45 000. En épidémiologie, nous calculons des incidences, c'est-à-dire le nombre de cas rapportés à la population. Ces estimations, ce taux d'incidence permet d'effectuer des comparaisons entre régions, entre pays et d'une année à une autre. Depuis 2009, nous observons une fluctuation des incidences annuelles, dont une augmentation en 2016, qui ne s'est pas poursuivie en 2017, et donc une sans nette tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Parmi les patients diagnostiqués par les médecins généralistes, donc 95% présentaient un érythème migrant, et 5% des cas déclarés présentaient des formes disséminées. Pour ce qui concerne les patients ayant une forme disséminée et ne consultant pas un médecin généraliste en première intention, nous avons mis en place à Santé publique France une surveillance des cas hospitalisés. Cette surveillance est basée sur les données du programme de médicalisation du système d'information, donc plus communément appelé PMSI. Donc le PMSI, dont le potentiel pour la surveillance épidémiologique a été démontré depuis plusieurs années, fournit des données stables et exhaustives et permet d'estimer les variations géographiques et temporelles des hospitalisations pour borréliose de Lyme. Depuis 2005, 800 patients par an étaient hospitalisés en moyenne. Pour la moitié de ces patients, les hospitalisations étaient associées à la présence de manifestations neurologiques. Comme pour les consultations de médecine générale, donc l'incidence des hospitalisations pour borréliose de Lyme fluctue chaque année, mais sans tendance statistiquement significative à la hausse ou à la baisse. À partir de ces systèmes de surveillance, nous montrons que les groupes d'âge les plus fréquemment touchés par la borréliose de Lyme sont les enfants âgés de 5 à 10 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans. Par ailleurs, les cas sont plus souvent diagnostiqués d'avril à octobre, ce qui correspond à la période d'activité de la tique et de fréquentation plus importante des forêts. En termes de répartition géographique, les deux systèmes montrent de fortes hétérogénéités. Donc, certaines zones comme l'Alsace, la Lorraine, le Limousin ou encore l'ancienne région Rhône-Alpes ont des taux d'incidence plus élevés. D'autres ont des incidences plus faibles, notamment celles qui bénéficient d'un climat méditerranéen. En effet, les caractéristiques du territoire, incluant le type de végétation, le climat, la présence d'hôtes pour les tiques, donc des rongeurs ou des cerfs, et également la densité de tiques et le taux d'infection de ces tiques, peuvent expliquer cette hétérogénéité qui est observée. La borréliose de Lyme n'a jamais été documentée dans les régions d'outre-mer, les conditions climatiques étant peu propices aux vecteurs Ixodes. Ces variations géographiques ont été également confirmées par l'enquête Baromètre Santé. Donc, le Baromètre Santé est une enquête nationale représentative de la population générale et elle est pilotée par Santé publique France. Elle aborde les comportements, opinions et perceptions en matière de santé. En 2016, cette enquête a montré que 4% de la population française avait été piquée par une tique dans les 12 derniers mois. Cette proportion était significativement donc, plus importante dans les régions de haute ou moyenne incidence. Cette proportion ne reflète l'exposition aux piqûres de tiques et ne reflète bien sûr pas le nombre de cas de borréliose de Lyme. En effet, après une piqûre de tique, le risque de borréliose de Lyme est de moins de 5%, même en zone de forte endémie. Nous avons également observé que seule la moitié des personnes procédaient à la recherche et au retrait de la tique après une exposition à risque, comme après une balade en forêt. Or, il s'agit d'un moyen de prévention essentiel pour éviter une borréliose de Lyme. Ceci confirme la nécessité d'un renforcement de la prévention, comme cela est prévu dans le plan ministériel et comme cela a déjà été mis en place par Santé publique France. Dans les pays européens frontaliers, la surveillance de la borréliose de Lyme repose sur le même type de méthode basée sur des réseaux de médecins sentinelles. Les taux d'incidence dans ces pays européens, tels qu'en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Suisse, sont proches de nos estimations dans nos régions limitrophes, comme en région Alsace ou Champagne-Ardenne. Le système de surveillance donc, ne capte pas les patients qui n'ont pas recours au système de soins ou ceux en errance diagnostique pour lesquels une borréliose de Lyme pourrait être suspectée, mais il s'agit de limites communes à toute maladie sous surveillance.
Il permet néanmoins d'avoir chaque année une image de l'épidémiologie de la borréliose de Lyme et surtout d'en suivre les tendances dans le temps et l'espace. Avec 45 000 cas en 2017, donc la borréliose de Lyme reste la maladie transmise par les tiques la plus fréquente en France, avec une répartition géographique hétérogène sur le territoire. Malgré l'augmentation en 2016, qui n'a pas été observée en 2017 et qui n'a concerné uniquement les consultations en médecine générale et pas les hospitalisations, aucune augmentation significative et persistante de la borréliose de Lyme en France n'est à ce jour objectivée. Je vous remercie également et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous apporter de plus amples informations. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ici en tant que vice-présidente de la commission maladies infectieuses et maladies émergentes du Haut Conseil de la santé publique. Je fais partie du Haut Conseil depuis 2009. À cette époque, nous avons travaillé sur la prévention, justement en 2009, la prévention des borrélioses et notamment la borréliose de Lyme, avec un avis qui est sorti la même année, qui peut-être n'a pas eu une diffusion aussi importante qu'on aurait espéré. Puis, compte tenu d'une certaine problématique qui commençait à émerger au sein de la population, il nous a été demandé de refaire un point sur les connaissances de la borréliose de Lyme. Et ceci a été la source d'un avis qui est d'un rapport assez important qui est sorti en 2014. Où on a refait, avec notamment Muriel Vissier à ma gauche, sur le plan TIC et entomologie. Puis on a refait le point sur toute la littérature, à la fois la prévention, le diagnostic, la prise en charge et également essayer de donner des indications sur la prise en charge des patients qui souffrent de symptômes après piqûre de tique ou de symptômes peut-être séquelaires à la borréliose de Lyme. Voilà. Par la suite, en 2016, on nous a demandé au Conseil de se pencher sur les questions de transmission de la borréliose de Lyme sur le plan materno-fœtal, transplacentaire, les produits sanguins, les dons d'organes et l'allaitement, évidemment. Ceci a fait l'objet d'un avis que vous devez avoir, mais qui montre que, en tout cas, j'insiste pour les produits sanguins, puisque un an plus tard, on nous a redemandé de réactualiser cet avis, alors que bon... Parce qu'il était sorti un article chez l'animal qui montrait qu'une certaine Borrelia, donc Borrelia miyamotoi, pouvait être transmise par des produits sanguins chez la souris immunodéprimée. Enfin bon, je passe le détail. Dans l'état actuel des choses, il n'a jamais été démontré une transmission par les produits sanguins chez l'homme de la Borrelia. Voilà. Par la suite, donc cette réactualisation de cet avis remonte à 2017. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que l'HAS a sorti un plan national pour la borréliose de Lyme il y a 1 an ou 2 ans, mais je n'en faisais pas partie. D'autre part, je tiens juste à vous signaler deux petites choses. Donc, je suis médecin clinicienne au CHU de Saint-Étienne. Donc, je vois régulièrement des patients qui sont adressés pour une suspicion de borréliose de Lyme. Il faut comprendre certains points, c'est-à-dire qu'on peut avoir une borréliose de Lyme, et notamment avec un érythème migrant qui est assez caractéristique,
Et la plupart du temps, les patients n'ont jamais vu qu'ils ont été piqués par une tique. Donc ça, c'est quand même un souci, parce que bon, on part de la tique, mais en fait, malheureusement, il y a beaucoup de patients n'ont pas vu cette tique, laquelle, on vous le dira, peut être au stade de nymphe et être très virulente et ne faire que quelques millimètres. Et donc, c'est tout à fait possible de ne pas la voir, d'autant qu'une fois qu'elle s'est nourrie suffisamment, elle tombe et voilà, elle n'est plus là. Il faut prendre en compte ce paramètre-là, qui rentre un peu dans la difficulté de cette maladie. Un autre écueil aussi, mais c'est peut-être du détail, mais il est bien décrit maintenant qu'on peut faire une borréliose de Lyme sans faire un érythème migrant, ce qui pose un petit peu là aussi le problème de diagnostic. Et sur le plan des manifestations cliniques, elles sont, en ce qui concerne les formes neurologiques, peuvent être diagnostiquées, je veux dire, de façon assez certaine. Mais pas toujours. Et le reste des symptomatologies, notamment articulaires, sont rarement très objectivement parlantes. Pour les personnes qui ne sont pas médecins, quand on a mal aux articulations, et bien quand l'articulation augmente, ça se voit, on peut dire qu'effectivement le patient a réellement un problème. Mais il y a des patients qui ont mal aux articulations et ne serait-ce qu'avec l'âge ou l'arthrose, et l'articulation n'augmente pas et elle ne présente pas de caractère particulier. Donc c'est aussi une difficulté que nous avons pour faire parfois le diagnostic, notamment des formes musculo-articulaires. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci bien. Avant de continuer, je voudrais vous dire, et je m'en excuse, j'ai oublié de le faire au début de la séance, nous sommes sous vidéo captation. C'est-à-dire que l'ensemble sera évidemment retransmis et visible sur le site du Sénat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc je vous remercie également de l'invitation. Donc moi je suis chef du département santé animale à l'INRA, donc je représente les travaux de recherche qui sont réalisés à l'INRA sur les tiques et les maladies transmises par les tiques et les agents pathogènes qui sont associés. Mais je pense que vous m'avez invité aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé sur les tiques et les maladies transmises et je coordonne en particulier un projet qui s'appelle OTIC, dont je vais vous parler, en tout cas vous parler des grands objectifs. Donc à l'INRA, ça tombe bien en fait. En fin d'année dernière, nous avons préparé un petit fascicule qui illustre les travaux que nous menons à l'INRA. Donc je ne vais pas les décrire en détail, mais si vous souhaitez, on va vous laisser Félicitations pour la communication. C'était, oui, je trouve que là, on a... et donc voilà, donc vous pourrez voir les différents travaux. Donc en fait, pour résumer très rapidement ce que l'on fait, on travaille donc particulièrement sur les tiques, donc différentes espèces de tiques. On les identifie, on les surveille également en France dans différents types de forêts. Et donc on a divers programmes de recherche qui ont pour objectif donc de surveiller les tiques, la densité des tiques, leur évolution en fonction des animaux sauvages présents dans ces forêts, en fonction du climat, etc. Et nous avons également un projet de science participative où donc nous faisons participer les citoyens qui nous aident à récolter des tiques. Donc vous pouvez vous-même signaler si vous êtes piqué par des tiques, si vos animaux sont piqués par des tiques, si vous trouvez des tiques dans vos jardins ou en forêt, vous pouvez donc les signaler sur une application qui s'appelle signalement de tiques. Et vous pouvez également envoyer vos tiques dans un laboratoire qui est dédié et on détecte... Pardon ? Voilà, donc... Continuez, là. Ok. Les parlementaires ont l'habitude de se parler entre eux. D'accord.
Voilà, donc, donc on travaille aussi beaucoup sur donc ces agents pathogènes qui sont véhiculés par les tiques. Donc on travaille sur tous les microbes dont vous avez entendu parler, donc Borrelia, effectivement, l'agent de la maladie de Lyme, mais également d'autres pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites, donc qui sont potentiellement pathogènes, donc potentiellement véhicules de maladies pour l'homme ou les animaux. Et donc c'est ainsi qu'on a identifié dans différentes localités ou des différentes forêts en France et en Europe différents agents pathogènes, et dont nous avons montré que, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais que quasiment une tique sur deux en France est infectée par un agent pathogène particulier, une espèce, soit de bactéries, soit de parasites ou de virus, et que parmi ces tiques infectées, quasiment la moitié sont co-infectées, donc sont multi-infectées par différents agents pathogènes. Donc j'en arrive au projet que je coordonne, et Céline participe également à ce projet. Donc la base de ce projet, c'est de se dire, donc on a des tiques, ces tiques véhiculent des agents pathogènes. À côté de ça, on a des personnes qui se disent piquées par des tiques, avec toute la problématique de, effectivement, est-ce qu'on s'est bien fait piquer par une tique, parce que lorsqu'on se fait piquer par une tique, c'est indolore. Les tiques, c'est tout petit, on ne s'en aperçoit pas forcément. Et donc des personnes qui pensent être malades suite à une piqûre de tique. Et par rapport à ces personnes, donc un certain nombre restent séronégatives pour la maladie de Lyme, et donc sont, on va dire, en errance. Voilà, elles ne savent pas quelle est la cause de leur problème. Donc c'est sur cette base-là que nous avons monté un projet, donc, qui s'appelle le projet OTIC, qui a pour objectif donc d'étudier chez des patients donc qui ont été piqués par une tique avec une piqûre de tique avérée et qui développent dans les quelques mois après la piqûre de tique des symptômes. Donc on essaye d'identifier chez ces patients tous les microbes qu'on connaît pour être véhiculés par les tiques, et ainsi on essaie donc d'identifier chez ces personnes-là s'ils sont infectés par des microbes connus ou inconnus d'ailleurs, parce qu'on utilise des techniques qui permettent également d'identifier de nouveaux agents pathogènes éventuels. Donc voilà, donc ce projet a commencé en 2017. C'est un projet pilote, on va dire, qui pour l'instant on ne va analyser qu'une centaine de patients. Donc c'est une toute petite étude, mais qui va permettre d'avoir déjà une première idée sur les agents pathogènes éventuellement qui sont associés à ces malades. Et il implique donc des équipes de l'INRA, mais également donc 3 CHU, donc Saint-Étienne, Besançon, et à Paris donc l'hôpital de Garches et puis l'hôpital Saint-Antoine. Des équipes également de l'Institut Pasteur qui nous aident également dans la détection de ces agents pathogènes. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas encore de résultats. C'est un projet qui va durer pendant 4 ans, donc il doit se terminer en 2021, et donc d'ici là nous espérons avoir des résultats qui permettent donc d'avoir une idée des agents pathogènes qui sont impliqués dans l'apparition de symptômes de malades piqués par des tiques, et l'objectif évidemment c'est l'amélioration du diagnostic et proposer d'autres outils que ceux qui sont actuellement disponibles. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Boireau, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci de cette invitation. Alors, pourquoi le laboratoire de santé animale à l'ANSES est-il impliqué sur les maladies transmises par les tiques? C'est une question que vous pouvez vous poser en tant que laboratoire de santé animale. La réponse est simple. Les tiques sont le vecteur numéro 1
en matière d'infectiologie animale au niveau de la surface du globe. C'est le vecteur principal. Donc c'est à ce titre que nous travaillons dessus. Également, c'est un vecteur d'agents zoonotiques, c'est-à-dire des agents pathogènes que l'on partage entre les vertébrés, faune sauvage, et l'homme. Et les tiques, effectivement, font l'intermédiaire. Alors, je vous propose de présenter l'ANSES, qui est l'agence qui pilote ce laboratoire, sous le prisme des maladies vectorielles et des agents pathogènes transmis par les tiques. Et après, je vous présenterai quelques axes de recherche que nous développons spécifiquement au laboratoire de santé animale. Alors, l'Agence nationale sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure des missions de veille, d'expertise, de recherche et de référence sur un large champ couvrant la santé humaine, la santé animale et l'environnement au sens large avec la santé des végétaux. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de surveillance incluant les expositions à tous les âges de l'individu. Et enfin, elle délivre des autorisations de mise sur le marché pour les pesticides, les biocides, les médicaments vétérinaires, dont les répulsifs vis-à-vis des tiques. Et puis enfin, elle coordonne 9 laboratoires, dont le laboratoire de santé animale que je pilote, ainsi que le laboratoire de la faune sauvage, qui travaille à Nancy sur la partie réservoir, animaux sauvages, pouvant être utiles pour les tiques, malheureusement, pour véhiculer des agents pathogènes. Alors, je reviens brièvement sur l'implication de l'ANSES dans les maladies transmises par les tiques, les agents pathogènes transmis par les tiques, plus exactement. Il y a une mission d'expertise sur les vecteurs qui existe depuis 2018, qui fait suite en fait à l'intégration au sein de l'ANSES du Centre national d'études des vecteurs. Et on peut citer, je dirais, un avis récent, publié au début de l'année, qui est disponible sur le site de l'ANSES et qui concerne le rapport sur le Congrès américain sur la maladie de Lyme et l'avis de l'ANSES sur ce sujet. Et on peut souligner 2 points. La réponse aux maladies et aux agents pathogènes transmis par les tiques nécessite une approche une seule santé. On est dans un monde et il y a une seule santé, et donc une approche globale en matière de recherche et développement. Et enfin, la surveillance des tiques, qui n'est pas formalisée au niveau national, est quelque chose d'important, tant aux États-Unis qu'en France. C'est ce qui est souligné dans le rapport. Alors, venons-en à l'activité du laboratoire de santé animale, qui est un laboratoire d'infectiologie. C'était le premier laboratoire d'infectiologie créé en Europe pour lutter contre les maladies animales du troupeau, maladies animales infectieuses. Et les tiques ont été initiées à la fin des années 90 comme vecteur principal, effectivement, de maladies animales pluriespèces, ayant un impact sur le troupeau. Alors, ceci s'intègre dans un contexte de changement global, de biodiversité variable qui peut être réduite, et la réduction de la biodiversité influe considérablement sur la transmission d'agents pathogènes, notamment les agents pathogènes transmis par les vecteurs comme les tiques, et également peut diluer, si elle existe dans certains endroits, peut diluer la transmission des agents pathogènes. On pourra y revenir. Notons l'expansion des cervidés au niveau français, qui est un magnifique véhicule, malheureusement, des tiques, et qui est également un site de gorgement pour les tiques, et donc qui permet leur amplification. Alors, que faisons-nous au niveau du laboratoire de santé animale? Très brièvement, je peux vous résumer en 3 temps. Le premier temps, c'est de développer des outils qui permettent de surveiller le mieux possible la globalité des agents pathogènes transmis par des tiques. Et à ce titre, nous avons développé, en partenariat avec l'INRA et l'École nationale vétérinaire d'Alfort, avec différents chercheurs qui travaillent au laboratoire de santé animale, nous avons développé des outils qui permettent d'identifier une centaine d'agents pathogènes, virus, parasites, bactéries, qui sont transmis par des tiques. Et donc, dans un biotope donné, dans un écosystème donné, on peut effectivement répertorier un certain nombre d'agents pathogènes avec cet outil. Il y a des outils sans a priori, c'est-à-dire qui sont en cours de développement, qui ont permis effectivement, sur du séquençage de masse, d'identifier de nouveaux virus. C'était récemment publié au laboratoire. Deuxième axe, c'est l'interface entre les tiques et l'hôte, et pouvons-nous développer une approche vaccinale
pouvons-nous comprendre l'interaction des agents pathogènes dans cet environnement, dans cette boîte que l'on appelle la tique, qui est un endroit confiné? Il y a beaucoup d'agents pathogènes, ça a été décrit par mes prédécesseurs, mais il y a également des agents que l'on appelle symbiotiques et qui existent, et sa flore, on appelle le microbiote en général, sa flore. Donc quelle interaction y a-t-il avec cette flore? C'est un axe de développement et de recherche qui est important. Et enfin, le troisième point que je ne développerai pas, puisqu'il était développé par Madame Vessier-Tossa, c'est effectivement l'approche science citoyenne dans laquelle nous sommes impliqués également. Alors, en synthèse brève, je dirais, en intégrant ce qui a été à la fois publié par l'ANSES sur les saisines propres à l'ANSES, en intégrant également les autorisations de mise sur marché sur les biocides, il ressort peut-être 2 points. L'harmonisation des collectes de tiques est un enjeu, la détection est un enjeu encore, parce qu'on n'a pas les outils forcément les plus fiables et les plus aigus possibles pour tous les agents pathogènes que l'on connaît, mais également pour ceux que l'on ne connaît pas. Et effectivement, l'environnement tique est un lieu magnifique d'émergence d'agents pathogènes, malheureusement. La deuxième chose, c'est qu'il y a une importance de mettre en place un dispositif de surveillance au niveau national avec un établissement de carte à risque, tout simplement. Et ceci est à mettre en place. Derrière cela, il y a le besoin d'accentuer, bien sûr, le soutien financier à cette recherche et développement dans le but d'anticiper le mieux possible sur les maladies transmises par les tiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Donc nous allons passer aux questions des collègues, puisque nombreux se sont inscrits. Je passe d'abord la parole à Madame Doineau. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous remercier pour cet accord exceptionnel qui nous permet d'être réunis ce matin et de vous entendre, Mesdames, Messieurs, en vos places et qualités. Merci de votre présence. C'est vrai qu'on pourrait se demander de quoi se mêlent les politiques, en tout cas les sénatrices et les sénateurs, pour vous réunir ce matin sur la problématique de la maladie de Lyme. En réalité, nous sommes très souvent interrogés par des concitoyens, nous sommes interrogés aussi par des médecins, par des associations, et ça fait quelques mois, voire quelques années, que certains de mes collègues aussi ont manifesté leur intérêt par rapport à cette maladie. Alors, comme l'a dit le Président, c'est vrai qu'on n'est pas là pour décider ou voir à votre place, on veut simplement apprendre et comprendre quels sont les enjeux par rapport à cette... Essayez de comprendre. Essayez de comprendre les enjeux qui sont autour de cette maladie. Alors, les souches de bactéries responsables des infections Lyme sont-elles d'abord les mêmes que celles dans toutes les régions de France? Vous avez répondu que non. Apparemment, il y a finalement une hétérogénéité des présences des différentes bactéries responsables. Est-ce que ce sont les mêmes agents pathogènes que l'on rencontre dans d'autres pays européens? Vous y avez un petit peu répondu, mais on parle souvent des États-Unis. Est-ce que là, on peut faire une comparaison? Disposons-nous aujourd'hui de données fiables sur le nombre de cas annuels de maladie de Lyme en France? J'ai bien compris que jusqu'en 2016, il y a eu une forte augmentation, d'après ce que vous avez dit. Aujourd'hui, plutôt une stabilité. Est-ce que la prévention, les campagnes de prévention qui ont été menées, notamment celle lancée en 2017, a permis justement qu'il y ait moins de cas recensés sur le terrain? Et puis, j'ai noté que l'agence sanitaire américaine CDC avait conclu à une estimation de 300 000 cas annuels en recoupant les résultats des tests biologiques et les examens cliniques effectués par les médecins. Un recensement de ce type serait-il possible en France? Par ailleurs, existe-t-il un registre de suivi des cas confirmés de la maladie de Lyme ou est-il au moins prévu de créer un tel registre dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme? Quelles seraient les difficultés à mettre en place un tel registre? Monsieur, vous parliez tout à l'heure d'une carte justement des situations, une carte à risque, mais est-ce qu'on pourrait en plus imaginer un registre de suivi des cas recensés? Alors évidemment pas pour le grand public, mais surtout pour la recherche et le développement. L'INRA a développé l'application signalement TIC. J'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que le bilan que vous nous avez exposé tout à l'heure est en fait la traduction
de votre ouvrage là, que vous avez montré tout à l'heure, ou est-ce qu'on peut retrouver cette évaluation, ce bilan sur peut-être votre site, je ne sais pas. Mais est-il désormais possible en fait, de prédire les zones présentant le plus grand risque d'infection selon les périodes de l'année? Alors pour ceux qui ont une tablette, on vient de mettre le travail de l'INRA sur Déméter. C'est bon? Okay. Je vous laisse répondre à ces questions à Mme Vano, puis après je prendrai plus une série de collègues. Je vais répondre à la première question. Concernant les espèces de Borrelia, c'est vrai que les noms c'est un peu ésotérique, donc c'est difficile à voir. Oui, concernant les espèces de Borrelia, donc je vais redévelopper un petit peu ce que j'avais dit, puis j'ai pas dû être assez... J'étais un peu trop synthétique. Donc en fait, on trouve sur l'ensemble du territoire les mêmes espèces. Par contre, ça va varier selon, je dirais pas l'échelle de la région, mais l'échelle du département. J'ai regardé un petit peu une carte que j'avais. Il y a certains endroits où on va trouver plus une espèce que l'autre, par exemple dans l'ouest de la France, mais ce n'est pas tous les départements dans l'ouest de la France. Néanmoins, ce qu'il en ressort, c'est, comme je disais, 3 espèces représentent la quasi-totalité, on va dire, de ce qui donne une pathologie humaine, parmi ceux que l'on trouve dans les tiques, sur 200 prélèvements répartis sur une dizaine d'années. La fréquence va varier donc, selon les départements. Ces 3 espèces, c'est Afzeli, qui est la plus fréquente, Garini et Burgdorferi sensu stricto. À côté de cette fréquence, si je me permets de rentrer dans un détail un peu plus important, ce qu'on a montré au début de cette année, c'est que l'espèce la moins fréquente, Borrelia burgdorferi sensu stricto, était plus fréquemment impliquée dans la survenue d'arthrite de Lyme. Donc, au-delà de l'aspect quantitatif, on va dire, il y a aussi un tropisme pour certaines pathologies. Voilà. C'était ce travail n'avait pas encore été fait en Europe, donc on a démontré cela. J'espère avoir répondu à votre question. Ah si, il y avait juste encore un point, je m'excuse, vous m'avez posé la question. Aux États-Unis, il y a une principale espèce qui est pathogène, c'est-à-dire donnant une maladie pour l'homme, c'est Borrelia burgdorferi sensu stricto, que nous avons aussi en Europe. La diversité étant plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Et d'autres espèces sont présentes aux États-Unis, dont le rôle pathogène pour l'homme reste à démontrer. Une espèce, pour l'instant, n'a pas été détectée dans aucun pays d'Europe. Elle s'appelle Borrelia mayoni. Je m'excuse pour le nom, mais elle est détectée dans un endroit précis des États-Unis. Il semble que la compétence vectorielle différente pourrait être à l'origine de cela. On l'a cherché au CNR, on ne l'a pas trouvé. D'autres CNR en Europe l'ont cherché et ne l'ont pas à ce jour trouvé. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y en aura jamais. Je dis qu'actuellement, la situation est qu'au minimum, elle est extrêmement rare. Merci. Donc pour répondre à votre question, donc côté épidémiologie, donc est-ce qu'on a des données fiables? Donc oui, avec le réseau Sentinelle, on a des données fiables parce qu'on calcule des incidences avec la même méthode utilisée chaque année. Donc on peut comparer d'une année à une autre. Donc du coup, en termes de tendance, donc il n'y a pas eu de réelle augmentation jusqu'à 2016. Donc il y avait vraiment une incidence stable jusqu'à 2016. Il y a juste eu une augmentation en 2016, donc comme je vous disais, qui ne s'est pas confirmée en 2017. Donc nous, à Santé publique France, on a plusieurs hypothèses pour cette augmentation en 2016. Donc ça peut être une modification de l'écologie des tiques ou du climat, ou encore on se posait la question de l'impact du plan national qui a été lancé en 2016, et donc une meilleure sensibilisation de la population et des médecins. Donc après, il nous faut aussi un peu plus de recul pour voir si du coup les données qu'on a en 2017 seront les mêmes en 2018, si on observe du coup une diminution et un retour à une incidence comme on l'observait auparavant. En termes de, vous avez posé la question s'il y a pu avoir un impact des mesures de prévention. Donc du coup, il n'y a pas eu réellement... Enfin, c'est difficile d'évaluer l'impact de ces mesures de prévention pour l'année 2017. Néanmoins, on a mis en place là, en 2019, une nouvelle enquête baromètre santé où on repose des questions sur les pratiques de prévention, l'information autour de la maladie de Lyme. Et vu qu'on a des données en 2016, il serait intéressant de comparer ces informations en 2019 pour voir si la population, il y a eu une meilleure sensibilisation du public et si du coup la population française est mieux sensibilisée et se protège mieux contre les piqûres de tiques.
Donc voilà ce que je peux vous dire pour répondre à votre question. Vous souhaitez... Oui, allez-y. Juste pour compléter sur l'éventualité d'un registre de suivi, il faut savoir que donc, les outils de la surveillance sont très nombreux. Les registres peuvent en être un. Concernant donc la borréliose de Lyme et l'éventualité d'un registre et d'éventuellement des cartes, en tout cas d'incidence de la maladie sur le territoire. Alors elles existent. Avec le réseau Sentinelle, on a des données au niveau régional qui sont à prendre avec beaucoup de précautions parce que en statistique, on aime les chiffres précis. Or, les précisions au niveau régional ne sont pas extrêmement bonnes. Néanmoins, les tendances dans le temps sont quand même très stables et les données que l'on a pu avoir sur des études de surveillance un peu plus appuyées, je pense des études régionales comme en Alsace, dans le Grand Est, mais également en Bourgogne-Franche-Comté, confirmait cet ordre de grandeur qui est retrouvé par le réseau Sentinelle. Donc les cartes du réseau Sentinelle, alors elles ne sont pas présentées par le réseau Sentinelle, néanmoins vous pouvez les trouver sur le site de Santé publique France et elles sont actualisées régulièrement. Voilà. Merci. Vous n'avez rien à ajouter? Si. Juste peut-être pour le bilan sur signalement de tiques, effectivement il y a un bilan qui est fait régulièrement tous les 3 mois, voilà, avec les signalements qui ont été rapportés. Ces signalements en fait ils sont tout à fait en lien avec ce que l'on connaît de l'épidémiologie des tiques et de leur activité en fonction des saisons. Et en particulier, c'est au printemps et en automne où on a le plus de signalements. Ça, c'était connu et c'est avéré. En revanche, il y a des choses qui ont été, des données nouvelles qui ont été apportées grâce à ces signalements, et notamment le fait que souvent on dit que les risques de piqûres par des tiques, c'est en forêt, ce qui est vrai, mais les personnes qui ont signalé des piqûres de tiques, pour 30% d'entre elles ont été piquées dans leur jardin, donc ce qui montre que il faut faire attention aussi que dans son propre environnement. Ce qui a été fait, comme je vous l'ai dit, c'est que les tiques peuvent être envoyées dans un laboratoire où on détecte les agents pathogènes, et donc on a depuis de nombreuses années des données sur des tiques qu'on va récolter en forêt. Donc ce sont des tiques qui ne sont pas attachées ni sur des animaux ni sur l'homme, donc ce sont des tiques qui sont, on appelle ça à l'affût, donc elles attendent de leur proie. Et donc sur ces tiques, on a des données sur les prévalences d'agents pathogènes, et grâce aux données qu'on a pu obtenir avec ces tiques envoyées par les citoyens, on s'est aperçu qu'en fait les tiques qu'on retire soit des animaux ou soit des humains, lorsqu'on regarde des agents pathogènes qu'elles véhiculent, eh bien il y en a plus statistiquement que dans des tiques qui sont à l'affût. Donc là, ça nous permet aussi d'investiguer, d'essayer de comprendre pourquoi. Donc il peut y avoir plusieurs explications, et voilà, donc on essaie d'investiguer, de comprendre pourquoi ces tiques sont plus infectées que des tiques qui sont trouvées à l'affût dans la nature. Est-ce que l'agent pathogène qui est dans la tique permet à la tique d'être plus active et d'aller être plus agressive? Ça, c'est une hypothèse. Il y en a d'autres qu'on est en train de tester. Et puis juste pour dire que donc cette application, elle n'est pas, il y en a d'autres en Europe, mais en fait il y en a très peu. Il y en a une autre aux Pays-Bas qui fonctionne également très bien, et c'est des laboratoires avec qui nous sommes en lien, et nous interagissons pour améliorer mutuellement nos applications. Et on a été aussi contacté par d'autres pays, notamment la Norvège, le Royaume-Uni, qui souhaitent mettre en place ce genre d'application et de le développer au niveau européen. Merci.
Je vais essayer juste de donner un éclairage peut-être sur la partie recensement, cartographie, qui fait partie effectivement des points qui manquent et que effectivement le groupe Vecteur a souligné quand elle a analysé le document américain sur le plan Lyme, et également ce qui est souligné en parallèle sur ce qui manque également en France. Juste pour vous donner une indication, je peux vous retracer les résultats en quelques mots d'un projet européen qui vient de s'achever et qui a permis de soutenir une recherche sur la diffusion des virus en Europe transmis par les tiques. Alors effectivement, la partie virus est relativement moins bien étudiée et analysée parce qu'il y a besoin d'outils spécifiques, etc. Mais globalement, eh bien, le résultat de ce projet, c'est l'analyse sur une ligne qui vient de Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, France, sur une ligne. Donc on est très loin d'une carte. Donc à partir de cette ligne, effectivement, il y a eu des prélèvements de faits. L'avantage, c'est qu'effectivement, on traverse plusieurs zones climatiques et donc plusieurs écosystèmes différents. Et il peut y avoir une possibilité après d'extrapoler en fonction des écosystèmes. Ça, c'est un autre point. Mais aujourd'hui, voilà le résultat, je dirais, d'une recherche soutenue. C'est un résultat sur une ligne. Donc c'est ce qui a permis d'identifier un nouveau virus qui était pas décrit depuis plus de 30 ans et qui circule parmi les tiques. Un pourcentage d'ailleurs pas négligeable, 0,5% des tiques ont été identifiés sur cette ligne véhiculée par les tiques. Et ce virus, la publication qui vient d'être faite par le laboratoire avec ses partenaires École vétérinaire et INRA, effectivement montre, et l'Institut Pasteur également, montre qu'il y a un passage sur la souris avec un tropisme au niveau cérébral. Donc il y a une possibilité malheureusement de vectoriser des virus, et un certain nombre de virus dont le rôle n'est pas connu ont été identifiés également et qui méritent une investigation approfondie. Merci. C'est bon ? Je passe donc aux collègues. Madame Doineau à nouveau, mais pour quelques secondes. Juste une petite remarque, parce que je pense qu'on a tout à apprendre des pays qui étaient atteints par les problèmes de borréliose bien avant nous, parce qu'on voit bien qu'il y a l'effet climatique qui intervient. Dans les pays justement du nord de l'Europe, il y a des systèmes de prévention qui fonctionnent très bien depuis un certain nombre d'années, qui permettent quand même de réduire les piqûres de tiques. J'ai vu également en Suède l'été dernier que les Suédois avaient en fait un petit document qui permettait de mettre en valeur les vaccinations auxquelles ils avaient souscrit, j'imagine, puisque en fait chaque année apparemment ils sont vaccinés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? En tout cas, les interactions, le travail en commun avec les autres pays européens, et notamment ceux qui sont depuis longtemps touchés, me semble à construire et en tout cas à développer. Merci. Vous retenez la question, j'ai passé aux collègues en même temps. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à toutes pour vos interventions. Des questions. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure que la moitié des tiques étaient multi-infectées, que 3 espèces donnaient une pathologie humaine. Néanmoins, d'une manière globale, quelle est la proportion en France de tiques porteuses de souches responsables de la maladie de Lyme au sein de la population totale des tiques? Quelle est également la probabilité qu'une piqûre de tique donne lieu à des co-infections? La borréliose de Lyme est-elle l'infection la plus souvent transmise à l'homme par les tiques? Et quel est l'état des connaissances scientifiques sur d'éventuels autres modes de transmission de la maladie de Lyme? Peut-on aujourd'hui complètement écarter la transmission par d'autres vecteurs, par exemple des puces ou des thons, par transfusion sanguine, par une mère au fœtus ou encore par voie sexuelle? Et enfin, j'ai une question subsidiaire. Quelle est la spécificité du travail du CNR au regard du travail conduit par l'INRA? Je vous remercie. Merci. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. 3 questions. Je vais essayer d'être le plus concis possible. La première, le réchauffement et les hivers plus cléments explique-t-il le développement et l'extension géographique des populations des tiques vecteurs de Lyme? De nouvelles espèces de tiques porteuses et de nouvelles souches de la borréliose peuvent-ils être introduites par des oiseaux migrateurs? Alors la deuxième question est relative à la bactérie, donc la Borrelia miyamotoi, découverte au Japon, que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Et je fais écho à une audition devant l'Assemblée nationale du Québec d'une chercheuse canadienne
canadienne, qui a indiqué que cette bactérie se développait de façon exponentielle. Alors pensez-vous que cette nouvelle souche, donc qui se transmet chez les animaux de la mer aux petits, puisse présenter un vrai danger pour l'homme? Et troisième question, certains scientifiques considèrent qu'en deçà d'une morsure de 24 heures, le risque de transmission est nul ou négligeable. Est-il scientifiquement prouvé que le risque soit proportionnel au temps de contact de la tique sur la peau? Suffit-il de s'assurer d'avoir retiré une tique avant 24 heures pour ne pas être infecté? Merci. Madame Micouleau. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour votre présence donc, à cette table ronde. On entend beaucoup de critiques au sujet des tests, notamment le test ELISA, qui serait donc inefficace. Des milliers de malades seraient donc négatifs lors de ces tests, alors qu'ils souffrent de symptômes qui pourraient être liés à une infection par les Borrelia. Qu'en est-il exactement? Et puis j'ai une deuxième question. J'ai bien entendu que les piqûres de tiques sont les vecteurs numéro 1 des maladies infectieuses. J'ai moi-même enlevé des tiques ce week-end sur le museau de mes chiens. Et je voulais savoir si les tiques qui provoquent la pyroplasmose sont les mêmes qui provoquent la maladie de Lyme. Merci. Comme il y a eu beaucoup de questions, je vous laisse répondre à tout cela. Après, il restera encore 5 sénateurs. Qui commence? L'agence? Je vais peut-être juste répondre à la dernière question de Mme Douaneau. Sur la situation dans les pays scandinaves, alors ce qui est certain sur l'évolution, enfin ce qui est montré pour le moment dans les publications scientifiques sur l'évolution de la borréliose de Lyme sur le plan géographique, c'est qu'en fait les pays dans lesquels on note une évolution qui est documentée, c'est justement les pays scandinaves, avec effectivement la présence de cas de borréliose de Lyme de plus en plus au nord. En fait, ça remonte le long des latitudes. Également, sur le continent américain, on note la même chose. Après, sur l'évolution des densités de tiques, ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. J'ai cru comprendre que c'était plutôt stable ces dernières années en France sur les sites qui sont surveillés par le CNR. Néanmoins, voilà, sur l'évolution, les seules évolutions documentées pour le moment, ce sont ces augmentations vers le nord et liées au climat. Ce qu'on peut dire en France, en tout cas, c'est que le bassin méditerranéen, qui bénéficie d'un climat plus chaud et un peu plus sec, dans le bassin méditerranéen, on note beaucoup moins de cas de borréliose de Lyme que dans le reste de la France. Qui prend le relais? Allez, Lindra. Alors, pour la première question que Madame Humbert, je crois, a posée, c'est voilà. Alors. La proportion de tiques infectées de manière globale, en fait, je n'ai pas l'information, mais à la limite, on pourrait la trouver, et, voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si cette information-là a beaucoup de sens. Par exemple, on fait actuellement une étude en forêt de Sénart, où tous les mois, on va récolter des tiques, et ça, on l'a fait pendant 5 ans, donc on a vraiment un recul par rapport à ça. Tous les mois, on récolte des tiques, et tous les mois, on regarde donc les agents pathogènes qui sont véhiculés par ces tiques. Et d'un mois à l'autre, ça change, ça évolue, et d'un mois à l'autre, et d'une année à l'autre aussi, et ça sur exactement les mêmes sites. Si vous regardez un site, je ne sais pas, dans une forêt à Clermont-Ferrand, où on fait également cette même analyse, c'est des données différentes. Donc vraiment, c'est très variable. Ça varie en fonction des animaux qui sont présents, de la végétation, du climat effectivement. Donc voilà, c'est... Pour vous dire que si on vous donnait je ne sais pas ce que ça signifierait, vraiment ça dépend des sites, et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. La probabilité qu'une tique qui transmettrait un agent pathogène en transmette plusieurs, en fait ça on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, oui, moi j'ai pas de données là-dessus, mais justement les données qu'on va acquérir dans le cadre du projet OTIC, où on va avoir les tiques, les personnes infectées, et on va voir ce qu'il y a dans les tiques, ce qu'on retrouve chez les personnes infectées, on pourra avoir ce genre d'informations.
La transmission par d'autres vecteurs, pour l'instant, on ne connaît que Ixodes ricinus, en tout cas en Europe, qui transmet Borrelia. Et certaines espèces de Borrelia, mais en fonction des autres pathogènes, c'est pas toujours cette espèce de tique, ça dépend. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui pourraient transmettre? Eh bien ça nécessiterait des études, parce que c'est pas parce qu'on détecte un microbe dans un vecteur que ce vecteur-là va forcément le transmettre, parce que ça nécessite des mécanismes extrêmement compliqués, ça nécessite que le vecteur en question, que l'arthropode soit capable de transmettre. Donc pour répondre, il faut investiguer plus. Sur le réchauffement, est-ce que ça explique en partie, mais ça n'explique pas tout. Et il y a effectivement, comme l'a dit Monsieur Boireau, il y a notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de surfaces forestières en France et en Europe de manière générale. Et donc c'est l'habitat naturel des tiques. Donc plus il va y avoir de forêts, et bien plus il va y avoir de tiques. Idem, plus il y a de cervidés, d'animaux dans nos forêts qui servent de garde à manger pour les tiques, et bien plus il va y avoir de tiques. Donc tout ça est combiné et on peut pas voilà, dire c'est juste le réchauffement ou c'est voilà. Pour Miyamoto, peut-être je laisserai répondre Monsieur Jola, qui est plus spécialiste que moi. Et le risque de 24 heures, effectivement, on a montré, il y a eu beaucoup de données qui ont montré que le risque de transmission augmente avec la durée d'attachement de la tique. Donc plus la tique est attachée, plus le risque est important. Mais on sait aussi que le risque n'est pas nul avant 24 heures et qu'il y a toujours un risque. Le risque n'est pas nul. Mais plus on attend, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, après une balade en forêt, après une balade dans la nature, s'inspecter, retirer la tique le plus tôt possible, parce que dans ce cas-là, le risque diminue. Le risque n'est pas nul, mais il diminue. Voilà. Ah oui, peut-être juste, mais ça je vais laisser répondre Pascal sur la pyroplasmose. Il était prêt à le faire. Hein. Voilà, donc je lui laisse. Merci. Oui, effectivement, ce sont les mêmes espèces peuvent véhiculer. Et je vais essayer de répondre en même temps sur la partie réchauffement climatique. Le laboratoire a surveillé pendant 35 ans exactement la pyroplasmose équine, qui est très proche de la pyroplasmose canine, sauf que ça touche une espèce effectivement majeure au sens équestre et au niveau compétition sportive aussi, et qui peut être handicapée par cet agent pathogène transmis par les tiques. Avant les années 85, il n'y avait pas de pyroplasmose au nord de la Loire chez les chevaux. Après 85, ça a largement débordé et effectivement le bassin normand est atteint, donc qui est notre bassin principal en matière de pathologie équine. Donc c'est une maladie majeure, effectivement, équine, qui est transmise par les tiques, les mêmes qui peuvent transmettre d'autres agents pathogènes, comme je vous l'avais dit, agents zoonotiques, passant des vertébrés à l'homme, effectivement ce sont les mêmes. Juste un petit point concernant le réchauffement climatique, c'est une question qui est complexe, effectivement, parce que et les véhicules en même temps sont complexes parce que tout est lié. C'est-à-dire que le réchauffement climatique va induire un impact sur ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire les végétaux, et donc on va avoir un impact sur la forêt, parce que la forêt ne va pas pouvoir bouger en fonction du climat. Par contre, elle va changer, et elle peut devenir plus propice à héberger des cervidés. C'est le cas dans un certain nombre de régions en France. Et donc, la population de cervidés est à prendre en compte, parce que c'est un véhicule, j'insiste là-dessus. Je vous cite une petite histoire. On avait reçu des cervidés de l'empereur du Japon au début du siècle dernier. Ils avaient été mis dans un parc dans l'est de la France. Ils hébergeaient un parasite japonais. Et bien ce parasite japonais, on le retrouve aujourd'hui à l'ouest de la France. Comme quoi les cervidés bougent. Et ils bougent avec les tiques. Donc ça montre effectivement, les oiseaux peuvent bouger, bien sûr, ils peuvent véhiculer des tiques aussi, mais les cervidés, on a malheureusement, compte tenu de la densité incroyable, je pèse le mot incroyable, par rapport aux années 70, c'était multiplié quasiment par 10. Donc on a une densité de véhicules qui est excessivement importante et qui propage effectivement les tiques et qui est favorable effectivement à l'amplification locale. D'où la difficulté de répondre de façon formelle. Effectivement, c'est le climat, c'est global. Merci. Le président du club chasse vient de partir, c'est dommage. Je vous laisse la parole, M. Jolac.
Oui, avant de répondre à certaines des questions, je n'ai pas forcément tout noté. Je voudrais juste ajouter sur ce que vient de dire M. Boireau qu'on a constaté pour notre part que la nature du sol influait sur l'augmentation des populations. Pourquoi? Eh bien parce que selon la nature du sol, on va avoir une désagrégation plus ou moins importante des feuilles sur le sol et donc créer plus ou moins une humidité et des conditions qui permettent la survie des tiques. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Il n'y a pas que la température, l'humidité, il y a beaucoup de choses qui vont jouer et bien sûr les populations d'animaux dont on vient de parler. Alors j'ai essayé de noter les questions, à plusieurs qui ont été posées. Concernant le Borrelia miyamotoi, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, qui se développe au Canada et effectivement qui a été décrite aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller ce qu'il en est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pathogène qui est responsable d'un autre type de manifestation clinique. Ça ne ressemble pas à la maladie de Lyme parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les agents de fièvre récurrente. Et à côté de ces cas de fièvre récurrente qui ont été décrits notamment en Russie, il a été décrit de façon encore ponctuelle, on va dire, des cas d'atteinte neurologique sévère chez des patients profondément immunodéprimés. Donc c'est la raison pour laquelle le CNR surveille cela chez tous les patients qui présentent une fièvre après piqûre de tique et parallèlement dans le vecteur des régions dans lesquelles ces gens sont atteints. C'est tout l'intérêt de notre... Enfin, c'est un des intérêts de notre travail, c'est de corréler ce qui se passe dans la tique avec ce qui se passe dans le patient dont on sait dans quelle zone géographique il a été piqué. Et concernant Borrelia miyamotoi, donc entre 0 et 2%, une moyenne de 1, et quelques % de positifs. Pour l'instant, sur 575 patients présentant une fièvre après piqûre de tique, on n'a trouvé aucun patient qui présente une fièvre, une origine de Borrelia miyamotoi pour cette fièvre. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faut continuer à être vigilant, qu'il faut continuer à le chercher. Voilà. Si j'ai répondu à votre question. Pour la transmission par d'autres vecteurs ou par le fœtus, je laisserai peut-être Céline Cazorla répondre, puisque c'est un travail qui a été fait par le HCSP. Donc comme je vous l'avais dit, on s'est penché sur la question à 2 reprises, notamment pour les produits sanguins. Alors, en ce qui concerne la transmission de la mère à l'enfant, effectivement, donc ça, c'était pour un sujet un peu délicat, puisqu'en fait, donc, chez les animaux, on voit bien qu'il y a une répercussion, et donc on pense que chez l'homme, il y avait une possible transmission avec un effet délétère, notamment. Les premières études remontent à avant 90. On ne peut pas dire que ça soit vraiment des études, c'était sur des cas. Et je vous rappelle que Borrelia a été découverte à la fin des années 70 et qu'on commençait à parler de la maladie, on va dire, à individualiser tous les symptômes que ça pouvait donner, puisqu'en fait, a posteriori, c'est une maladie qui est connue depuis la fin du 19e au 20e, mais on n'arrivait pas à dire que c'était la même chose, en fait. Une maladie assez complexe, qui se rapproche beaucoup aussi de la syphilis, mais ça ne vous parlera pas trop non plus, mais pour les médecins, c'est aussi une maladie assez complexe. Au niveau des symptômes. Alors donc, à la fin des années 80, il avait été montré la présence de Borrelia dans des fœtus qui avaient notamment un qui avait une malformation cardiaque. Donc la maman avait été infectée de façon certaine par une Borrelia. Et on a pensé qu'il y avait une transmission materno-fétale avec en plus une répercussion sur le fœtus ou peut-être même des avortements. Enfin bon. Alors, on a retrouvé sur quelques cas de la Borrelia sur certains tissus des fœtus. Cependant,
c'est un peu compliqué pour dire, c'est pas parce qu'on retrouve une bactérie ou un agent dans un tissu qu'il est forcément responsable de ce qui est arrivé à l'être vivant. Il faut d'autres choses, il faut qu'il y ait des signes d'infection, il faut, voilà. On peut très bien retrouver d'autres agents bactériens chez le fœtus, et lequel est responsable de la pathologie, c'est difficile. Après, il y a eu des études séroépidémiologiques, notamment aux États-Unis, où ils ont regardé dans les régions de forte infestation par la Borrelia s'il y avait plus de malformations cardiaques, ou plus d'avortements, ou plus de problèmes de fœtopathie. Et dans leur registre, ils n'ont pas trouvé de lien ou d'incidence plus importante dans ces régions qui sont plus infestées par la Borrelia. Ce qui fait qu'on est un peu dans l'incertitude. On dit quand même que, comme toujours, on a toujours le gros principe de précaution autour de la femme enceinte. Une femme enceinte, ce qui est certain, c'est qu'une femme enceinte qui présente une maladie de Lyme doit être traitée convenablement. Voilà. La seule fois où il y a eu une transmission avec un lien à l'enfant a priori avéré qui a fait une Borrelia, c'était une femme enceinte qui n'avait pas été traitée à la fin de la grossesse. Voilà. Ensuite, concernant la transmission au niveau du lait, on a absolument, le lait maternel, bien sûr, on n'a rien retrouvé. Concernant les produits sanguins, alors là, c'est toujours un souci. Là aussi, il faut comprendre que sur ce qui avait été, alors la plus lointaine publication remonte avec les Borrelia responsables de fièvre récurrente, et ça aurait été, alors je crois que c'était en Afrique à l'époque, un sang donné d'un patient directement à un autre comme ça, enfin bon, un truc. Alors la validité de cette publication qui remonte, voilà, hein, et dans des conditions un peu limites, on n'en sait rien. En plus, voilà. À l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes moyens diagnostiques, donc voilà, on peut mettre ça de côté. En revanche, donc là, tous les établissements de transfusion se penchent régulièrement sur la question, et Dieu sait s'ils sont très précautionneux depuis 1985. Donc, jusqu'à présent, il faut, alors, de toute façon, à l'interrogatoire des donneurs, on leur demande toujours s'ils se sont fait piquer par une tique. Et par précaution, ils sont refusés. S'ils se sont fait piquer par une tique dans le mois précédent. S'ils ont eu un diagnostic de Borrelia ou un érythème migrant, là aussi, ils ne sont pas pris, donc ils sont exclus. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment démontré in vivo, on n'a pas de cas de transfusion avérée, prouvée, après une transfusion sanguine en France et même ailleurs. Hein. Voilà. Alors tous les travaux sont faits chez l'animal. Et il faut comprendre aussi que l'animal, c'est la souris. Et comme on vous a dit, alors bon, certes, il y a les cerfs, mais la tique aime beaucoup les rongeurs aussi. Donc la souris est un rongeur qui est très propice pour les tiques. Peut-être qu'elle est plus, c'est un hôte favorisant peut-être la Borrelia, puisque elle est bien aimée par les tiques. Ensuite, souvent, dans le monde de l'expérience, ce sont souvent des souris qui sont un peu trafiquées, entre guillemets, hein, qui sont faites pour qu'on les étudie, et que quand on leur inocule une bactérie, on est sûr que ça va marcher, que la bactérie, vous voyez. Voilà, donc le parallèle avec l'homme est un peu, c'est des souris, c'est des souris très immunodéprimées en fait. Elles sont faites pour qu'elles soient, voilà. Enfin, je dis pas de bêtises, hein, Muriel, c'est comme ça. Et
Sinon, enfin, je simplifie un peu. Sinon aussi, vous avez, en ce qui concerne les produits sanguins chez l'animal, ils ont été étudiés avec, il y a pas du tout les moyens de conservation et de protection qu'on utilise pour nos produits sanguins. Nous, nos produits sanguins sont traités, sont conservés d'une certaine façon pendant un certain temps avant d'être donnés à la personne malade. Donc il y a ça, ce qui fait qu'il faut toujours mettre quand même des bémols aux résultats des études chez l'animal. La dernière fois qu'on nous a sollicité pour réactualiser notre avis sur la transmission sur les produits sanguins, c'était parce que avec Miyamoto, justement, il y avait une étude chez la souris, toujours pareil, mais là, ils avaient traité les produits sanguins qu'ils avaient inoculés à peu près de la même façon. Il y avait juste un certain type de produits sanguins qui n'étaient pas étudiés, comme nous, mais à peu près de la même façon qu'on le fait chez l'homme. Voilà. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est chez la souris. On n'a pas pu, à l'heure actuelle, montrer une transmission à l'homme. Et peut-être parce que justement, les établissements de transfusion opèrent un tri très important avec un interrogatoire très sélectif. Voilà. Merci. Oui. Oui, allez-y. J'ajouterai juste un mot court sur ce sujet, puisque les établissements de transfusion sont bien sûr sensibles à ce qui survient après la transfusion. Donc, dans un certain nombre de cas, ces établissements de transfusion contactent le CNR, dont ça fait partie des missions, pour expertiser entre guillemets, le reliquat de ce qui a été transfusé et qu'ils gardent en stock pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et nous n'avons jamais mis en évidence ni de Borrelia de Lyme, ni de Borrelia de fièvre récurrente dans les produits transfusés. Merci bien. On va prendre la suite. Madame Jasmin. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, alors concernant la Guadeloupe, parce que sur la Guadeloupe, vous avez dit que vous n'avez pas de données. Il y a eu pendant une certaine période, les tiques, communément appelées les tiques sénégalaises. Il y a eu plutôt des travaux qui ont été effectués par l'INRA et la Chambre d'agriculture sur les bovins, sur les cheptels de bovins, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Concernant le diagnostic biologique, les tests à l'époque n'étaient pas forcément suffisamment pertinents. Donc, la plupart des prélèvements qui étaient douteux, parce qu'il y a eu aussi des probables réactions croisées, donc ils étaient envoyés au centre de référence, pour la plupart. Donc, et en fonction des médecins, je dirais, en fonction de leur bibliographie, certains faisaient des demandes pour le diagnostic, et pas forcément, il n'y avait pas des quantités suffisantes. Donc, il n'y a pas eu de screening concernant les borrélioses. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a une diversité d'agents qui peuvent également donner les mêmes symptômes au niveau clinique, ce qui fait que certains médecins ne s'orientaient pas forcément vers les borrélioses. Donc il y a certains, en fonction de là où habitaient les gens, parce que dans les zones où il y avait des tiques sénégalaises, donc certains s'orientaient évidemment vers ce diagnostic, mais alors c'est pas qu'il n'y a pas eu, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, je ne sais pas à ce jour, maintenant, enfin, actuellement, en fonction de l'évolution du diagnostic d'une part, mais aussi en fonction de la recherche, parce qu'il y a de nouvelles publications et il y a probablement des tests qui sont beaucoup plus pertinents. Alors qu'il y a quelques années, quand il y a eu les premières publications et que beaucoup de praticiens ont tenté de travailler là-dessus, eh bien, il y avait un doute. Et chez nous, en plus, il y a concernant au niveau clinique, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres agents qui peuvent donner à peu près les mêmes symptômes. Donc, les gens ne savent pas forcément si ils ont eu ou pas. Mais pour les tiques, c'est plutôt les tiques sénégalaises. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, si vous avez fait des recherches pour cette orientation-là, mais dire qu'il n'y en a pas eu du tout, je ne sais pas. Merci. Merci. Je vais prendre la série là, parce que je pense que les questions maintenant vont se regrouper pas mal. Monsieur Chassin. Merci, mesdames, messieurs, pour toutes ces explications.
Donc j'ai compris avec le document de l'INRA pourquoi dans l'ex-région Limousin il y a beaucoup de tiques, parce que c'est très boisé, il y a beaucoup de cervidés. Bon, lorsqu'il y a un érythème migrant, une rougeur, on voit une tique, donc là il n'y a pas de problème, on fait un traitement. Mais lorsqu'on arrive à la phase secondaire, où quelquefois on demande à un infectiologue et à un rhumatologue qui ont des avis complètement divergents, faut traiter, faut pas traiter. Donc la question que je me pose, quelle est la fiabilité des tests diagnostiques, Western-blot et ELISA, ou d'autres, et ne faut-il pas être large à partir du moment où on a quand même des difficultés, d'abord pour savoir si la personne est infectée, puisque des fois il peut ne pas y avoir d'érythème. Est-ce qu'il ne faut pas être large dans la prescription d'antibiotiques, notamment par exemple chez la femme enceinte, ça vient d'être abordé tout à l'heure. Merci bien, Madame Gréaume, en vous rappelant tous qu'on est dans une table ronde épidémiologie et biologie, et que la table ronde suivante sera la table ronde sur le dépistage. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes les personnes qui nous ont donné des explications concernant cette maladie. Alors, excusez-moi si peut-être, justement, je peux être à cheval par rapport à l'audition qui va se dérouler. Ça va faire Monsieur Boiron, à cheval. Oui, sur l'audition après, mais parfois ça se regroupe. Donc, je vais quand même poser mes questions, mais si vous ne pouvez pas y répondre, il n'y a aucun problème, je les reposerai tout à l'heure. Donc, je voudrais savoir, moi, quelles sont les conséquences quand la maladie n'est pas traitée, car on parle souvent de paralysie et de démence. Et la deuxième question, il semblerait que le Collège national des généralistes enseignants a conseillé à tous les médecins de ne pas tenir compte des recommandations officielles dans le traitement de la maladie de Lyme. Pourriez-vous me donner quelques explications à cette décision? Merci. Merci bien, Monsieur Amiel. Oui, deux questions, mais la première, M. Jolac a répondu en partie. Les facteurs de gravité des formes disséminées, vous avez parlé de l'immunodéficience. Y en a-t-il d'autres en fonction de tel ou tel type de borréliose ou d'autres facteurs épidémiologiques? Et la deuxième question, qui concerne plus spécialement ma région, est-ce que dans le Midi méditerranéen, qu'en est-il de l'incidence de la maladie de Lyme? Je vous avoue avoir vu dans mon exercice quelques cas de rickettsiose, de fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, je n'ai jamais vu de maladie de Lyme, à moins, bien évidemment, d'être passé à côté. C'était dans les Bouches-du-Rhône, alors. Madame Cohen, pour terminer. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour de remercier les participantes et les participants à cette table ronde, parce qu'effectivement, ça nous éclaire quand même, parce que comme l'a dit notre collègue Elisabeth Doineau, on est quand même pas mal sollicité dans nos départements et on ne se sent pas toujours bien armé, entre guillemets, pour pouvoir répondre. Donc c'est une question, les questions que vous avez abordées vont nous aider. Moi, j'aimerais quand même peut-être avoir votre avis. Il y a deux collègues qui ont un peu posé ces questions, c'est Brigitte Micoulot et puis un autre collègue, je ne me souviens plus qui. Si je sais que c'est aussi Madame Jasmin qui a posé la question sur la pertinence des tests. Enfin, vous nous avez montré, vous, que vous êtes vraiment très pointu, évidemment, dans la recherche, etc. Donc, vous devez avoir une analyse, justement, de cette fiabilité des tests, parce que c'est quand même essentiel pour recenser la maladie et c'est quelque chose qui revient notamment quand on est sollicité par les associations de patients, enfin de personnes atteintes de cette maladie qui nous interrogent beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez aussi éclairer sur le fait des mesures de prévention
à prendre, parce que bon, une fois qu'on a cet état des lieux, il ne s'agit pas de ne plus jamais se promener en forêt ou de ne pas aller dans les jardins. Donc vous devez avoir quand même quelques idées qui peuvent aussi nous éclairer. Je vous remercie. Voilà, la liste est terminée. Je vous laisse le soin de répondre, chacun à votre tour. Je vais essayer de répondre à certaines. Concernant les tiques sénégalaises, effectivement, c'est un point qui est important à expliquer, puisqu'en fait, il s'agit d'une autre espèce de tique qui s'appelle ornithodore, et non pas Ixodes ricinus, qui est une tique molle versus une tique dure. On rentre dans quelque chose de un peu très spécifique, mais pour vous dire qu'en fait, ça ne transmet pas les borrélias agents de la maladie de Lyme. On voit dans le cadre des patients où, soit pour leur activité professionnelle, soit pour leur activité de loisirs, qui reviennent du Sénégal, d'où sont originaires ces tiques. Leur habitat est différent, leur mode de vie est différent, mais peu importe. Elles transmettent vraiment ce qu'on appelle les fièvres récurrentes. Donc, pour moi, le problème, et vous avez raison, est important, c'est de sensibiliser les médecins au fait que une tique n'est pas égale à une autre, qu'une borrelia n'est pas égale à une autre, que la pathologie peut être différente et que donc il faut penser à rechercher d'autres choses et pas juste se focaliser sur faire une sérologie borrelia qui évoque le fait que ça couvrirait toutes les borrelias, mais qui ne couvre pas du tout les borrelias agents de fièvre récurrente, d'autant que pour ces pathologies-là, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, il n'existe pas de tests sérologiques. Il faut passer sur les tests de biologie moléculaire et rechercher dans le sang, ce qui par contre ne va pas avoir d'intérêt pour la borréliose de Lyme. Donc il est clair que là, on est dans quelque chose d'un petit peu complexe et c'est l'importance de faire circuler l'information. J'espère avoir répondu à cette première question. Pour la question que vous posiez, Monsieur Amiel, concernant dans le Midi méditerranéen, je pense que Santé publique France sera plus à même de répondre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fièvre boutonneuse méditerranéenne que de borréliose de Lyme, principalement de la part des CHU du pourtour méditerranéen qui travaillent avec nous. Je dirais qu'au moins la moitié des cas sont des Méditerranéens qui sont venus en vacances dans le nord de la France ou dans l'ouest, mais néanmoins, j'ai ramené, entre guillemets, de vacances en Corse, une tique qui était du genre Ixodes et qui portait borrelia. Donc le risque n'est pas inexistant. Ensuite, donc, les mesures de prévention, je laisserai tout à l'heure en parler. Madame Cohen a parlé pour l'érythème migrant, le fait de ne pas faire de sérologie. C'est un point sur lequel je voudrais insister, qui permet de pouler cela avec les questions qui sont faites sur la pertinence des tests. Je voudrais rappeler épidémiologiquement que 85% au moins des manifestations cliniques dans toute l'Europe liées à borrelia sont des érythèmes migrants et qu'il a été bien démontré par toutes sortes d'études que l'érythème migrant étant une infection locale au niveau cutané, la réponse immunitaire était mauvaise et donc on ne doit pas se baser sur une sérologie pour faire le diagnostic d'érythème migrant, avec le risque de manquer ce diagnostic à cette étape-là. Si je continue sur la fiabilité, la pertinence des tests, dans le cas des neuroborrélioses, les recommandations françaises mais aussi européennes depuis plus d'une dizaine d'années, c'est de dire qu'au début des neuroborrélioses, il est important d'envisager avec le patient la possibilité de faire une ponction lombaire, même si c'est un geste invasif, car elle va apporter beaucoup d'informations sur un plan biologique qui permettront d'étayer le diagnostic. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Si le patient le refuse, on pourrait évoquer le fait de dire « Ok, je fais un traitement de précaution, un traitement large », mais cet examen a l'avantage d'apporter beaucoup d'informations qui permettent de poser un diagnostic de certitude qui est important quand par la suite le patient ne répond pas au traitement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Il a été question, je ne me rappelle plus qui, des recommandations. Je pense que le mieux, ça serait que mon collègue, infectiologue, le professeur Christian Rabot, qui sera présent tout à l'heure, vous réponde à cette question. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Et de même, je pense qu'il est plus de la logique que ce soit les cliniciens qui répondent aux conséquences sur la maladie non traitée. Est-ce que j'ai tout balayé? Oui, il y avait la question sur l'épidémiologie dans le sud-est et sur les mesures de prévention. Donc en termes d'épidémiologie, je vais confirmer ce que vous avez pu voir dans votre région. Donc la région Midi-Pyrénées, ça fait partie des régions de basse incidence. Donc du coup, c'est pareil, tout se corrobore avec du coup un climat moins favorable aux tiques. Donc du coup, dans les climats méditerranéens, on observe des estimations d'incidence plus basses. Après, en termes de mesures de prévention, du coup, je vais laisser ma collègue vous préciser. Je vais répondre sur les mesures de prévention d'abord, pour rester dans l'ordre. Donc, pour les mesures de prévention qui existent contre la borréliose de Lyme, et on pourra être plusieurs à répondre, il y a d'abord la prévention individuelle, là qui est basée sur différents principes. On aime bien parler de prévention primaire, secondaire, tertiaire dans le champ médical. Pour la prévention primaire, donc c'est la prévention avant la piqûre de tique. Elle repose sur différentes choses, sur des mesures de protection mécanique qui sont le port de vêtements longs, donc le pantalon long, les manches longues, le port de vêtements clairs aussi pour mieux repérer éventuellement les tiques qui pourraient se balader et qui seraient visibles à l'œil nu. Le pantalon dans les chaussettes aussi est souvent recommandé, ou le port de guêtres. Chez l'enfant, c'est bien de proposer un chapeau ou une casquette, parce que les jeunes enfants, en fait, ont la taille parfaite pour passer à côté de la végétation haute, donc les hautes herbes dans lesquelles les tiques peuvent être présentes. Pour rappel, les tiques ne tombent pas des arbres, mais ça, je pense que vous pourrez en reparler. Les tiques ne tombent pas des arbres, donc c'est pas dans ces moments-là qu'on risque. Enfin, voilà, c'est pas le risque principal. Ça, c'est la prévention primaire. Il existe aussi des mesures de protection chimique, donc les répulsifs cutanés ou l'imprégnation des vêtements. Donc pour les répulsifs cutanés, peut-être, il y a un travail à l'ANSES qui est fait, donc Monsieur Boireau pourra peut-être vous donner des précisions si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez donc dans la prévention primaire l'inspection au retour d'exposition, donc notamment les balades en forêt, entre autres. Donc l'inspection corporelle, donc ça veut dire inspecter vraiment tout son corps, sachant que les tiques aiment bien se mettre dans les plis, dans les zones humides. Il faut aussi rechercher le cuir chevelu, le dos, donc les zones qui ne sont pas accessibles. Si on peut essayer de se faire aider par quelqu'un. Donc ça, c'est l'inspection corporelle. Il faut essayer peut-être aussi de la répéter, parce que les tiques qui seraient petites, qui seraient au stade les plus petits, lorsqu'elles se gorgent de sang, peuvent devenir un peu plus visibles. Donc c'est bien de le répéter 24 à 48 heures après, si la première inspection n'a rien donné. Voilà pour les mesures de prévention primaire. Pour les mesures de prévention secondaire, donc si on observe qu'on a été piqué par une tique, là c'est comme on disait tout à l'heure, le retrait de la tique le plus rapidement possible qui fera réduire au maximum le risque de transmission d'un agent pathogène. Pour les retirer, il y a plusieurs outils. Il y a le tire-tique qui est l'outil on va dire le plus recommandé, qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les crochets à tiques en fait. L'utilisation, c'est de faire tourner le crochet jusqu'à ce que la tique se détache, ou bien si on n'a pas de tire-tique, de crochet à tiques à disposition, d'utiliser une pince fine ou une pince à épiler. Voilà. Après, il faut bien sûr, après avoir retiré la tique, désinfecter la peau, se laver les mains, et voilà. Après, on dit souvent que c'est très embêtant de laisser une partie de la tique sous la peau. Or, il n'a pas été montré d'augmentation de risque si on laisse les pièces piqueuses, mais ça peut-être que mes collègues entomologistes pourront mieux répondre. Les pièces piqueuses, les agents pathogènes n'étant pas dans les pièces piqueuses, mais dans les glandes salivaires qui sont dans le corps. Donc il n'y a pas de risque, plus de risque de transmission d'agents. Après, il faut bien sûr désinfecter et éviter la surinfection dans ces cas-là. Ça, c'était pour la protection individuelle. Et puis pour les protections collectives, là, c'est pareil, c'est pas de notre ressort, mais je pense qu'il y a des mesures de lutte antivectorielle qui sont
possible. Et puis bien sûr, l'information des populations. Santé publique France a développé des outils d'information, notamment des posters, des affiches qui peuvent être mises en bordure de forêt, également des dépliants à destination des adultes et des enfants aussi, hein, des dépliants spécifiques pour les enfants. Il y a un site internet qui s'appelle Repères pour votre pratique, qui est développé par Santé publique France également, qui donne des conseils sur la prise en charge pour les médecins qui seraient face à des borrélioses de Lyme ou des piqûres de tiques. Voilà, je crois que j'ai fait après le tour. Santé publique France a également développé des outils audio, donc des spots audio qui ont été diffusés également en 2016. Voilà, et donc ces dépliants sont distribués tous les ans, chaque année, donc un petit peu avant la saison des tiques, c'est-à-dire avant le printemps. Une information est faite aux personnes qui pourraient être intéressées, donc avec une liste de diffusion assez large, et les dépliants sont distribués à la demande aux professionnels de santé, aux mairies, également aux associations de patients, dans les écoles, dans les lycées agricoles, etc. Voilà. Juste une petite précision tout à l'heure, parce qu'il y a eu une question sur les missions, excusez-moi, INRA et CNR, je crois que c'était Madame Nicolet, il me semble. Juste pour préciser que le CNR, il est mandaté par Santé publique France. Les CNR en général, donc les centres nationaux de référence, sont mandatés par Santé publique France pour une durée de 5 ans, avec des missions bien précises. Donc essentiellement sur la santé humaine, évidemment, donc qui sont les missions de surveillance, et notamment pour le CNR Borrelia, de surveillance des souches pathogènes et des souches de Borrelia qui sont retrouvées chez l'homme. Également une mission d'alerte en cas de détection d'un phénomène inhabituel ou grave qui pourrait être détecté en France, également chez l'homme. Il a également une mission importante de recherche et d'évaluation des tests diagnostiques. Donc ça, c'est fait très régulièrement également par le CNR tout au long de sa mission. Et puis le CNR également participe à la surveillance vectorielle, comme il vous a expliqué tout à l'heure, comme Benoît Jolac vous a expliqué tout à l'heure, voilà, sur la surveillance de sites très localisés et puis dans la recherche sur les vecteurs. Voilà, c'était pour préciser. Madame Gazorla. Alors, je voulais répondre à Monsieur Chanin sur les discordances parfois entre médecins. Il est vrai que la maladie ici au stade d'érythème migrant, c'est assez caractéristique. Et maintenant, on peut dire que les médecins connaissent l'érythème migrant. Et même en cas de doute, donner un traitement antibiotique à ce stade-là, c'est même recommandé. Voilà. Et quand on traite au stade d'érythème migrant, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de suite et tout rentre dans l'ordre. On le voit bien avec, encore une fois avec notre étude. Voilà. Et on rappelle encore une fois qu'il ne faut pas faire de sérologie à ce stade-là. Et donc une sérologie négative, c'est normal à ce stade-là, comme M. Jolac l'a dit. Cependant, donc, il y a quand même des personnes qui ne font pas d'érythème migrant ou des personnes qui ont fait un érythème migrant qui a régressé spontanément, qui ne s'en sont pas aperçues, c'est aussi possible, et qui ensuite vont se plaindre d'autres symptômes. Les symptômes sont, la plupart du temps, si on élimine alors, il y a des problèmes neurologiques, et donc pour répondre à la question excusez-moi, une dame qui était derrière. Effectivement, la maladie de Lyme qui n'est pas traitée, qui n'aurait pas été dépistée, peut évoluer vers des formes neurologiques. Pour certaines, effectivement, bon, le mot paralysie, tout est possible. Hein, c'est pas, évidemment, c'est rare, mais c'est possible. Et éventuellement, au stade très avancé, on a parlé effectivement de démence. Mais ce sont vraiment des stades qui évoluent pendant plusieurs années.
Mes collègues de neurologie, à ce stade-là, les personnes vont souvent consulter des neurologues et les neurologues recherchent la maladie de Lyme de façon systématique. Ça fait partie de leur bilan de démence. Hein. Alors certes, sur la sérologie, et nous avons en hôpital, bon, c'est pas le débat de la sérologie là, c'est pas pour cette table ronde, mais on se fie au test du CNR qui nous dit quelles sont les sérologies qui sont fiables. Voilà. Après, au niveau des douleurs, ce qu'on voit le plus souvent, nous, ce sont des douleurs multiples, articulaires, musculaires, qui souvent n'ont pas une traduction, comme je vous le disais, très objective. Et c'est là la difficulté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une sérologie. Parce que ces douleurs-là, si c'est une maladie de Lyme, la sérologie sera positive. Si vous avez un test qui est recommandé et réputé réputé scientifiquement prouvé pour être fiable, une sérologie positive avec des douleurs articulaires, on peut se poser la question d'une maladie de Lyme. Ce qu'il faut comprendre aussi pour les personnes qui ne sont pas médecins, c'est qu'une sérologie, ce ne sont que des anticorps. Elle ne permet pas de dire si la maladie est active ou pas. Je dis souvent aux patients que j'ai en face pour qu'ils comprennent, vous avez tous fait la varicelle, si je vous fais une sérologie varicelle, elle va être positive, or vous n'êtes pas plein de boutons, vous n'êtes pas en train de faire un zona, vous n'avez pas une maladie active. D'accord? Donc une sérologie positive, et c'est bien là, parce que nous, donc dans la Loire, on a quand même une forte endémie de Borrelia. On a beaucoup de patients qui viennent avec une sérologie positive et qui est confirmée dans notre hôpital bien positive et qui se plaignent d'un certain nombre de symptômes. C'est là la difficulté de savoir s'il s'agit d'une maladie qui est réellement rattachée à Borrelia ou pas. Et je vous rejoins, on a le Haut Conseil de la santé publique, dans son rapport en 2014, avait dit, et de ce côté-là, je pense que la majeure partie des médecins est d'accord, mais je pense que les tables rondes suivantes vous le confirmeront. En cas de doute, si on a des douleurs, un tableau compatible avec une maladie de Lyme, avec une sérologie positive, on va faire un traitement antibiotique. Effectivement, mais ce traitement sera réévalué au bout d'un mois pour savoir si la personne a été améliorée ou pas. Et vous avez des personnes qui vous disent qu'au bout d'un mois, ça leur a strictement rien fait. Heureusement, le traitement que l'on utilise est souvent bien toléré. Je rappelle que ce sont des antibiotiques, que ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires et qu'on est dans une politique de lutte contre la résistance des bactéries aux antibiotiques. Donc je rappelle que moins on prescrit d'antibiotiques et moins on aura de résistance pour le reste. D'accord ? Pour les bactéries qui sont responsables d'infections urinaires qui, à mon avis, sont beaucoup plus fréquentes que la borréliose de Lyme. D'accord ? C'est en aparté. Voilà, il fallait le dire. Donc c'est pour ça que les antibiotiques, on ne peut pas les donner si on n'a pas un minimum de cohérence entre la biologie et la clinique. Voilà. Donc, bon, pour le reste, ça sera vu dans d'autres tables rondes. Juste tout à l'heure, on a parlé de la pyroplasmose. Alors, je ne voudrais pas que les personnes s'inquiètent en disant qu'il y a de la pyroplasmose, surtout avec les chevaux, il y en a partout. Chez l'homme, la pyroplasmose, c'est ce qu'on appelle la babésiose, mais elle n'est responsable de maladies que chez les personnes fragilisées sur le plan immunitaire, et notamment les personnes qui n'ont plus d'organes comme la rate. C'est la rate qui est responsable de... Voilà. Donc c'est très, très rare. Il faut savoir juste y penser dans certaines catégories, certaines situations. Voilà. Pour en terminer avec la prévention, ce qu'on voit aussi, une des questions prépondérantes, c'est après une piqûre de tique, faut-il donner un antibiotique ? En ce qui concerne la prévention de la borrelia, dans notre pays, compte tenu de la fréquence de la borrelia, compte tenu de son épidémiologie, de l'infestation des tiques, à l'heure actuelle,
il n'est pas conseillé, et c'est dans les recommandations, ça reste, de donner un traitement antibiotique après une piqûre de tique. Seule la question peut se poser éventuellement pour une femme enceinte, et encore, il faut savoir quel antibiotique on va donner. Et encore, c'est voilà. Et peut-être aussi les enfants qui, comme on l'a dit, sont plus petits et peuvent se faire piquer par plusieurs tiques en même temps. Voilà. Oui, juste aussi pour compléter ce que vient de dire Céline sur la pyroplasmose, en tout cas chez le chien, la tique qui transmet la pyroplasmose chez le chien, c'est pas la même que celle qui transmet la maladie de Lyme, donc voilà, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, juste pour compléter votre question sur la situation Guadeloupe et puis Martinique aussi, on a fait il y a 2 ans une étude avec le CIRAD et puis l'ANSES justement sur des tiques, les fameuses tiques sénégalaises, donc Amblyomma variegatum, qui est un véritable problème en santé animale là pour le coup et pour le bétail et qui transmet l'ehrlichiose chez les ruminants. Donc on a fait une collecte de ces tiques à la fois en Guadeloupe, en Martinique, et on a fait donc une détection de différents agents pathogènes. Ces résultats viennent d'être publiés. Alors on a fait à la fois une revue de tout ce qui avait été fait. Alors j'avoue, il n'y avait pas grand-chose de connu, mais ça au niveau entomologie, hein, au niveau des tiques. Et voilà, donc si vous voulez, je vous enverrai les papiers qui viennent de sortir il y a quelques mois. Oui, pour compléter juste sur la partie prévention, effectivement, dans les répulsifs qui sont évalués dans le cadre de la réglementation biocide et qui sont faits à l'ANSES, je souligne, il y a 2 produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché, donc qui ont montré être actifs en tant que répulsifs et pouvant être utilisés. Et il y a d'autres substances qui sont en test, mais qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché. Juste pour souligner que les tiques sont des animaux à 4 paires de pattes, donc les insecticides favoris pour lutter contre les puces ne sont pas de facto applicables sur les tiques, et en même temps les tiques ont une digestion extracorporelle, donc c'est pour cela qu'elles restent très longtemps, pendant plusieurs jours, pour digérer localement effectivement leurs nutriments à l'extérieur de leur corps pour après l'absorber. Donc c'est pour cela qu'elles restent longtemps et qu'il y a tout intérêt à les éliminer avec les systèmes qui ont été déjà développés. Donc nous allons conclure, puisqu'on passe à la 2e table ronde. Je voudrais vous remercier, parce que ça a été extrêmement précis et très instructif pour la quasi-totalité de nos collègues sénateurs. Je dois dire d'ailleurs que, en vous adressant mes remerciements et les remerciements de la Commission, on peut maintenant répondre à des tas de gens qui nous disent que rien n'est fait sur l'éthique. C'est ça l'intérêt pour nous les politiques, c'est de pouvoir enfin aller sur les marchés de Provence, n'est-ce pas Michel, et répondre aux gens qui nous disent mais les maladies de Lyme, personne ne s'en occupe. On s'aperçoit que finalement beaucoup de gens s'en occupent et s'en occupent bien. Alors merci à vous.